تفضل سي محمد. Salam alaikum, ala Sinourdine. Bonjour à toute la famille. Encore une fois, en ce mois sacré de Ramadan, Sahaftorkom, Happy Ramadan, Inshallah kul shi kun khir pour la communauté l'Umma ta'ala. Et encore une fois, on se retrouve aujourd'hui, durant cette émission, face à un sujet d'actualité qui maintenant dure depuis quelque temps, mais qui est en train vraiment de prendre des proportions qui deviennent même à la limite assez dangereuses sur les deux côtés de la Méditerranée. Évidemment, c'est l'Algérie et la France qui s'affrontent sur le front diplomatique maintenant. Mais pas seulement ça, il y a aussi maintenant le plan géopolitique et le plan économique. Et ceci dure depuis l'été dernier. Maintenant, après plusieurs mois de tensions qui sont grandissantes, les relations diplomatiques entre les deux pays sont aujourd'hui au bord de la rupture. Déjà, l'Algérie, comme vous savez, chers auditeurs, n'a toujours pas d'ambassadeur. Ça va faire à peu près maintenant 3 ans. Et le gouvernement français de François Bayrou, et surtout de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ils sont en train de hausser le ton et non seulement de provoquer l'Algérie, mais aussi de menacer maintenant l'Algérie. Il la menace d'abord sur les accords de 1968, et je sais, Nourdine, tu vas en parler aujourd'hui. C'est des accords de 1968 qui établissaient les règles de la circulation entre deux pays. Mais heureusement, je pense qu'il y a le président français maintenant qui commence à prendre conscience que c'est en train de s'envenimer. Et il a dit à son Premier ministre et à son ministre de l'Intérieur que tout ce qui était la politique étrangère tenait de sa compétence. Donc pour moi, ça c'est déjà un petit éveil. Mais maintenant, où ça prend encore des proportions plus grandes, lorsque on parle du passé colonial de la France, maintenant ils prennent ça comme des insultes, comme une attaque à l'honneur de la France, surtout avec cette histoire vous savez, quand il y a eu Oradour-sur-Glane en France par les nazis, il y a un journaliste français qui a dit, mais enfin, le nazisme n'est pas né juste comme ça, il s'est inspiré des génocides qu'il y avait en Algérie. Et ça, évidemment, il y a une levée de bouclier qui s'est élevée, puis évidemment, je veux passer ça sous silence. Heureusement qu'il y a des gens comme De Villepin, Benjamin Stora qui remettent un petit peu les horloges à l'heure et disent mais si ça a existé, c'est pas la peine de passer comment dirais, ces atrocités coloniales et faire semblant qu'ils n'ont jamais existé. Et c'est un des problèmes aujourd'hui. D'ailleurs, on peut même évoquer le général de Gaulle qui a dit à un des journalistes qui lui posait la question en ce qui concerne le problème algérien, c'était le 27 août 1961, et c'est là où il a dit, le général de Gaulle, et là je vais le citer, qui dit « Il faut nous débarrasser de cette boîte à chagrin où nous engloutissons pour rien nos énergies et qui nous attire toutes sortes de difficultés sur tous les plans. » C'est ce qu'on est en train de vivre ça aujourd'hui, en 2025, et comment certains aujourd'hui veulent rouvrir cette boîte à chagrin et qui ne veulent pas accepter, d'abord la responsabilité de la colonie et ses atrocités, et deux, tout simplement, que l'Algérie est un pays souverain, que l'Algérie n'est plus une colonie de la France, que l'Algérie est un pays de 45 millions d'habitants, que l'Algérie c'est un producteur de pétrole, c'est un producteur de gaz, et que l'Algérie n'a plus besoin de la France. Je dirais même que ça va un petit peu de l'autre côté. Si vous voyez la guerre commerciale qu'il y a, c'est pas l'Algérie qui a perdu, c'est la France. Alors Nourdine, je te passe le micro et j'aimerais qu'on s'étende un petit peu là-dessus. Tfadal. Donc c'est vrai que ça devient lassant. Ça devient même cette haine viscérale. Parce que là, vraiment, c'est de la haine. Absolument. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on voit simplement aujourd'hui, je crois à 18h, LCI va faire passer le fils de Nicolas Sarkozy, celui qui a dit que s'il avait le pouvoir, il brûlerait l'ambassade d'Algérie. Il passe aujourd'hui. Donc cette provocation, aujourd'hui la politique, c'est les journalistes qui la font. C'est plus les hommes politiques, c'est les journalistes. C'est des journalistes, ils ont une... Pourquoi? Parce qu'ils vont faire payer à l'Algérie son soutien à la Palestine. Il n'y a pas autre chose, c'est Mohamed. Il n'y a que ça. Tebboune, dans un de ses discours, il avait dit comme quoi si on avait la frontière avec Israël, ça ne se passerait pas comme ça. Et ça, ils ne lui ont jamais pardonné.
Et c'est pour ça, à chaque fois, on sort de l'Algérie. Mais moi, sincèrement, Wallah el-Adim, je ne suis pas préoccupé par ça parce que l'Algérie aujourd'hui, elle est dans une position solide. Elle est plus, c'est plus l'Algérie à 62 ou la Qbel ou la Mné. C'est pour ça que bon, c'est vrai que Rotaillot, le ministre de l'Intérieur, il vient de critiquer son propre compagnon qui sont en train de se battre pour prendre les rênes du LR. Il a traité son compagnon en disant comme quoi la caravane, elle passe et les chiens, ils aboient. Oui, oui, c'est vrai, j'ai entendu, oui, effectivement. C'est un malade, c'est un bonhomme il se prend pour... il a mis un costume qui est plus grand que lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est emmerdant. Et ils ne veulent pas, quand on voit par exemple que Bardella, le président du Front National, du Rassemblement National, il est invité en Israël. Donc on voit que c'est une coalition des hommes politiques parce qu'ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, la France, elle est dans un état lamentable sur le plan économique. Macron, il a trouvé cette brèche de l'Ukraine. Il se montre un peu avec les chefs d'état-major, avec les ministres des Affaires étrangères, avec le G7, c'est juste pour cacher les véritables problèmes Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Là, ils menacent l'Algérie. Ils ont donné une liste de 60 personnes, soi-disant, qui sont dangereux, que l'Algérie est obligée de reprendre. L'Algérie, elle ne va pas les reprendre, ça c'est plus que sûr. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils ont refoulé les fameux dignitaires algériens qui avaient des passeports diplomatiques. Donc, ça ne les arrange plus de venir en France, ça c'est sûr et certain. Et ce sentiment, aujourd'hui, peut-être que sur le plan psychologique, sur le plan de ce que pensent les Algériens, c'est une chance inouïe pour eux. Maintenant, ils constatent qu'ils ont besoin d'un pays. Et ce pays, c'est l'Algérie. Ce n'est pas la France. C'est Mohamed, ils ne nous ont jamais voulu chez eux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer. Le livre des officiers algériens, aucun poste qui a de la valeur, on le donne aux Algériens. Impossible, impossible, impossible. C'est pour ça, je pense que l'Algérie est obligée aussi de nommer un représentant, là, de dire à l'ambassadeur de venir et de répondre au tac au tac. De répondre au tac au tac. De ne plus être impressionné par leurs paroles, par le wad. Ça veut dire quoi ça? C'est incroyable ça. Vous ouvrez la télévision, Algérie, 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 à longueur de journée. On a l'impression qu'il n'y a que l'Algérie qui. S'il n'y a pas l'Algérie, je ne sais pas quel sujet ils auraient trouvé. C'est-à-dire que, bon, on parle souvent, bien sûr, de Rotaillot, et comme tu l'as dit à juste titre, il fait un discours, c'est plus pour la consommation locale et pour préparer sa campagne pour être le président de son parti politique. Mais lorsque je vois, par exemple, la dernière déclaration de Jean-Noël Barrot, qui est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a répondu à une question sur la coopération, je dis bien la coopération migratoire avec l'Algérie à l'Assemblée nationale, et ça c'était le 4 mars. Si tu veux, je vais lire un petit peu ce qu'il a répondu. Alors lorsqu'on lui pose la question sur la question migratoire et la coopération avec l'Algérie, voilà ce qu'il dit. Après, je te demanderai de faire une analyse de ce qu'on on pourra en parler. Alors voilà ce qu'il dit, je lis le texte. Hein. Je vous remercie de soulever cette question qui me permet de vous rendre compte des résultats du comité interministériel de contrôle de l'immigration que le Premier ministre a convoqué la semaine dernière, mercredi 26 février, à la demande du ministre de l'Intérieur. S'agissant de notre coopération migratoire avec l'Algérie, je vous restitue le compte-rendu des travaux. Le Premier ministre a constaté que l'Algérie, en refusant la réadmission sur son territoire de ressortissants algériens expulsés de France, ne respectait plus ses engagements envers la France et les accords qui lient les deux pays. L'Algérie a refusé à 14 reprises de donner suite aux demandes de réadmission formulées par la France concernant l'auteur de l'attentat commis à Mulhouse. De même, vous l'avez cité, notre compatriote franco-algérien Boualem Sansal est injustement détenu en Algérie depuis plusieurs mois. Le Premier ministre a rappelé que la France était liée avec l'Algérie par une série d'accords migratoires qui comportent des avantages considérables pour les Algériens en facilitant leur circulation
entre nos deux pays, ainsi que leur installation en France. Dans ce contexte, le gouvernement français souhaite ouvrir une discussion avec l'Algérie sur la manière dont sont mis en œuvre ces accords afin de revenir à leur plein respect dans un délai de 6 semaines. Une liste de ressortissants algériens devant être réadmis en Algérie sera présentée aux autorités algériennes. Le ministre de l'Intérieur en a parlé tout à l'heure. À l'issue de ce délai, le gouvernement français souhaite que la coopération avec l'Algérie ait retrouvé le niveau attendu. La France se réserve le droit de remettre en cause ces accords. Et pour conclure, le Premier ministre a évoqué le sujet suivant. La France n'est pas à l'origine de la situation, je répète, la France n'est pas à l'origine de la situation. Nous ne confondons pas les autorités algériennes avec le peuple algérien, ni avec nos compatriotes d'origine algérienne. Il n'y a pas de volonté d'escalade, mais le refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec l'Algérie. Nous souhaitons le retour aux accords auxquels sont engagés les deux gouvernements. Nordine, quand tu sais que c'est le ministre des Affaires étrangères qui reprend ce qu'a dit Rotaillot et qui reprend ce que nous met, c'est d'abord, ce sont des menaces, 2, c'est des ultimatums, et 3, c'est tout à fait faux. Lorsqu'on parle de Mulhouse, c'est vrai, mais c'était un individu qui avait des problèmes mentaux et c'était une dispute de 2 clochards et c'est la pauvre victime, c'était un Portugais de 75 ans parce qu'il a essayé de laisser défendre. Moi, déjà, je dis, mais qu'est-ce qu'après 15 fois, comment se fait-il qu'il était encore libre, sachant qu'il avait des problèmes mentaux, Rabilou, là? Deuxièmement, il y a, et ça je sais que toi, tu connais très bien ce problème, mais les QTF, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure à respecter. L'Algérie n'a pas refusé de reprendre ses délinquants, bien au contraire, mais elle a dit qu'il fallait respecter le protocolaire tu vas peut-être en parler un petit peu sur les autorités consulaires du pays, c'est-à-dire la France, doivent donner leur accord pour qu'ils soient dans l'avion, qu'ils soient rapatriés en Algérie. Or, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, Rotaillot a reçu une gifle de son propre juge qui lui a dit « mais vous n'avez pas respecté ce qu'il devait faire ». On lui a même donné $1 200. Je sais que maintenant, il va encore être repassé au tribunal, mais toujours est-il qu'au départ, il n'avait pas respecté. Donc, il y a ça. Donc, moi, cet ultimatum, et puis, lorsqu'il parle de Sansal, mais lorsqu'il parle de Sansal et de la liberté d'expression, le plus vieux prisonnier en France, c'est un Palestinien. Bon, plus exactement, c'est un Syrano-libyen, c'est un Palestinien, c'est Abdallah. Je ne sais pas si tu connais Ça fait 40 ans qu'il est en prison. Voilà, donc on avait parlé au mois de novembre l'année dernière qu'on allait peut-être le libérer. Il est toujours en prison. Et son avocat, c'était Maître Vergès. Oui, oui. Et en plus, sans vouloir parler aussi des prisonniers d'opinion politique, lorsqu'on parle des Kanaks, etc., dans les îles Hadouktahm, près de Mayotte. Donc, ils sont en train de parler de quoi lorsqu'ils mettent Sansal, qui a été français il y a presque un an, et qui maintenant, ça y est, ça devient le chantre, on en veut faire un chantre de la liberté. Qui a été français par décret présidentiel. Oui, mais avec moins de 6 mois, alors que ça prend des années pour les autres. Et après, je vais te redonner la parole. Et puis ensuite, non seulement ça, on prend Sansal. Il y a un autre, comment il s'appelle, Rachid Nekez, qui a été en Algérie, qui a été emprisonné, qui était aussi français à l'époque. Il n'y en a pas un des journaux français qui a parlé de lui. Il y a 1645 détenus politiques pour des libertés d'expression, et on prend seulement Sansal, et Sansal qui, ça a été prouvé par les tribunaux algériens, c'était il y a quelques jours, qu'effectivement, on le soupçonne maintenant, il y a eu des vidéos qui ont été prêtes, des discussions qu'il a eues en France avec Driancourt, etc., où ça prouve qu'effectivement, la situation n'était pas claire quant à sa relation avec l'ancien ambassadeur de France, de même qu'avec les conférences qu'il tenait sur le CRIF, sans oublier bien sûr l'attente à la sécurité du territoire national. Donc ce déshonneur que met en exergue Macron devant les ambassadeurs africains, Sansal qui était un Français à peine d'un an, ils oublient aussi que Sansal est algérien. Et l'Algérie est un pays souverain, il était sur son sol, il va être jugé, il a eu des avocats, etc. Il était malade, les Français font croire qu'il n'était pas soigné, c'est pas vrai, il était à l'hôpital Nerja pour recevoir ses soins. Donc c'est pour ça, Nordine, quand on parle un petit peu de cette, comment dirais-je, ce venin qui est en train d'être
planté dans le sang de l'histoire algérienne et de la fausse histoire, bien entendu, quand je prends par exemple Adek Apati, le journaliste à RTL, qui a dit que les nazis se sont inspirés de ce qui s'était passé à Oradour. Mais c'est vrai, les enfumades, elles ont existé. Les génocides, ils ont existé. Les GGN, ça a existé. On veut mettre ça comment on veut faire. Il y a même Benjamin Stora qui est venu, qui a parlé justement de la remise en accord de 1968, qui ont été à plusieurs fois remis en question, qui ont été brisés plusieurs fois par les Français et non pas par les Algériens. Mais il dit oui, c'est vrai. Il y a eu de la torture pire que chez les nazis en France durant la colonisation. Tfadal Sinourdine. Non, c'est Mohamed, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a été, on lui a posé la question à l'Assemblée nationale. Oui. À la fin, il a employé, il disait comme quoi on lance un message aux franco-algériens, de ne pas, qui sont en quelque sorte, ils ne sont pas concernés, et qu'il est en train de préparer une réunion avec la diaspora algérienne. Oui. Voilà. Ce qui veut dire en clair, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire, moi je pense, ça veut dire comme quoi qu'ils veulent changer, quand la plupart des journalistes, ils disent comme quoi que le régime algérien est un régime autoritaire, un régime avec tous les noms. Il n'y a que le régime algérien qui n'a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Et les autres pays qui ont des accords avec la France. Les autres pays, que ce soit les pays africains ou les pays maghrébins, donc il y a beaucoup plus de liberté au Maroc qu'en Algérie. Il y a beaucoup plus de liberté en Égypte qu'en Algérie. Il y a beaucoup plus de liberté en Libye qu'en Algérie. Donc on voit que ça c'est un complot que vous avez bien parlé au départ. C'est de la géopolitique. Le monde est en train de changer. Avant, il y avait le sud et le nord. Il y avait les Américains d'un côté et les Russes d'un côté. C'était eux. Et aujourd'hui, le monde a changé. Il y a la Chine, il y a pas mal le Brésil. Le monde a changé. Et chacun, il a ses alliés. Quand on voit que les Américains, qu'ils ont signé un accord pour la défense avec l'Algérie, il y a 10-15 jours de ça à peu près. Quand on voit que les Américains qui sont en train de travailler avec des Algériens pour exploiter pas mal de mines en Algérie, il ne faut pas oublier que la France était le premier client, l'Algérie c'était le premier client de la France il y a 3-4 ans de ça. Aujourd'hui en 2025, il n'y a rien. Et tout ça, c'est cette politique qui est faite par les journalistes. C'est plus les hommes politiques qui font c'est fait par des journalistes. Et vous allez, tu sais, Mohamed, c'est quelque temps d'ici peut-être quelques mois, il va y avoir une guerre entre eux. Qui c'est qui va être désigné pour être président de la République? Maintenant, le rôle des Algériens qui vivent en Europe, il n'y a qu'une seule possibilité. La seule possibilité, les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, il faut qu'ils aillent se faire inscrire. Ah oui. Là, il faut faire une grande campagne. Hier, on discutait avec des amis. Il faut faire une grande campagne. Chaque ville, il faut qu'elle s'organise. Il faut inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Wallah, il a dit, si tous les Algériens qui sont en France, qui vont s'inscrire sur les listes électorales, que le futur président de la République française, il sera désigné par ces Algériens. Mais simplement, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, on a toute la presse française, à 90%, elle est contre l'Algérie. Comment? Elle, avec ce qu'il disait, monsieur le fils de Sarkozy, un petit merde de hachak, machin, si c'était moi qui avais le pouvoir, il est allé encore trop loin. Quand on lui a parlé des martyrs de Gaza, des gens qui sont morts à Gaza, qui ont été bombardés, tout ça, il a dit qu'ils crèvent. Il y a 2-3 reprises. Ça, tu sais, ce n'est pas nouveau, ces espèces d'attaques incendiaires. Bon, je pense, d'après ce que j'ai lu, je pense que l'ambassade d'Algérie a posé plainte contre le fils de Sarkozy. Il a posé plainte il y a 2-3 jours de ça. Voilà, le fils de Sarkozy, parce que là, vraiment... Mais lorsque tu disais tout à l'heure que le ministre des Affaires étrangères veut tendre la main à la communauté algérienne... Voilà ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale. Hein. Non, moi je ne suis pas contre à partir du moment où il y a un dialogue. Mais entre le dialogue et c'est lip service, c'est-à-dire du bout des lèvres comme ça, mais quand je vois par exemple l'inégalité, parlons des médecins. Lorsque tu prends les médecins qui professent en France,
qui sont venus à la demande de Macron. Ces médecins-là, il y a eu un documentaire qui a été fait sur YouTube et vous pouvez vous y référer. C'était il y a quelques jours. D'ailleurs, ils ont fait grève. Ils sont en train de faire la grève. Il y en a même qui font la grève de la faim. On est payé à 2000 € par mois, alors que le médecin français, il est payé à 5000 €. On fait le même boulot. C'est Mohamed. Oui, c'est pas 2000 €. Ils sont payés à 1450 €. Le net, probablement, oui. Moi, je parle en brut. 1450 €. Et c'est pour ça qu'ils ont fait grève. Et là, ils envisagent de faire grève pour de bon. Bon. Parce que là, ils ont un statut d'infériorité par rapport aux médecins français. Bon. Et soit dit au passage, la plupart sont des Algériens. Enfin, bon, on en a déjà parlé, il y a plus de 15 000 médecins algériens, mais ça ne s'arrête pas qu'aux Algériens, aussi les Tunisiens, il y a les Maliens, etc. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est, oui, vous voulez tendre la main à cette communauté algérienne, mais cette communauté algérienne, elle a des spécificités qu'elle veut garder, par exemple, son cultuel. Ce sont des Français musulmans, mais quand tu écoutes le ministre de l'Intérieur, qui parle que le voile que portent les petites filles dans les écoles, c'est interdit, mais que même lorsqu'il les porte devant les écoles, l'école devient à l'extérieur de ses murs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était sur les chaînes de télévision, c'était une petite gamine, je crois qu'elle s'appelle Bouziane, qui avait un voile et qui disait, mais enfin, en quoi je vous gêne? Pourquoi vous voulez m'interdire de porter le voile, même devant l'école? Et comment ce ministre des Affaires étrangères, où il vit dans un autre monde, il ne peut pas parler de ces issues que l'on rencontre? On parle de laïcité, on parle de l'égalité des droits pour tous les enfants de la République. Ces enfants, ce sont des Français. Et ça, avec, si vous voulez, cette liberté culturelle qui normalement est protégée par la laïcité, ces professions, on vient de parler des médecins qui sont protégés. Oh, je vais même plus loin, puisqu'il veut donner et il veut apaiser. Comment se fait-il qu'il y a encore, je crois, 2 ou 3 semaines, la femme de l'ambassadeur algérien en Libye qui venait en France a été refusée? Maintenant, il parle, la liste dont tu as parlé, c'était les voyous, mais maintenant, il parle de remettre en cause les visas privilégiés qui ont été accordés aux Algériens. Je crois que c'est aux alentours de 16 000, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu as lu sur ça. Mais quand on a toutes ces choses, qu'on les met les unes après les autres, c'est une accumulation, mais c'est tout simplement du racisme. C'est un racisme envers la communauté. C'est mesquin. C'est mesquin. Non, moi, je n'ai pas peur d'utiliser le mot. C'est pas l'image de la France qu'on aurait voulu voir. Mais c'est pas la France. Bien que c'est pas la France du général de Gaulle, c'est pas la France de Mesmer, c'est pas la France de Debré. Ces petits gamins là qui se prennent pour c'est ça qui fait de la peine. Mais bon, encore une fois, c'est une vérité de la palisse. Tous ces gens qui élèvent les voix contre l'Algérie, c'est qui? Zemmour. Zemmour est d'origine algérienne. Bardala, son grand-père est algérien. Damarin, il vient de la ville où moi j'ai grandi, de Tourcoing. J'ai grandi, moi, à Tourcoing, enfin bon, Damarin, et c'est un gars qui était même poursuivi parce que, bon, il a fait des choses qu'il ne voulait peut-être pas faire, et ça frôle le harcèlement sexuel lorsqu'il était officiel à Tourcoing, déjà dès son plus jeune âge. Et maintenant, il a été ministre de l'Intérieur, maintenant ministre de la Justice. Son grand-père est algérien, son prénom c'est Moussa. Et lorsqu'il était au gouvernement, il est revenu au gouvernement. Lui-même, il reconnaît, il a dit si j'avais gardé mon prénom, je ne serais jamais ministre. Oui, mais toujours est-il, ça veut dire quoi? Bien écouter cette image de la France avec des gens comme Darmanin, avec des gens comme Zemmour, avec des gens comme Bardala, et je peux vous citer d'autres, Rachida Dati par exemple, etc., qui sont. Mais est-ce que ça, c'est l'exception qui fait la règle, ou c'est tout simplement parce qu'ils veulent se donner bonne confiance? Ils disent, ben, de toute façon, on a aussi des représentants de cette communauté d'origine maghrébine et de religion musulmane qui sont français, qui ont été acceptés par la République. Alors, moi, je suis confus. Et ce sont les plus virulents. Tu prends Dati, tu prends Bardala, tu prends Zemmour, tu prends Darmanin, mais leur première victime, c'est le cultuel. C'est même pas, je veux dire, c'est le cultuel. Tout ce qui est musulman, ils veulent rayer ça de la carte. Il y a eu plus de mosquées fermées sous Darmanin que sous tous les autres ministres de l'Intérieur. Alors, comment veux-tu qu'il n'y ait pas un certain malaise dans cette communauté française de confession musulmane? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tu as raison, il faut qu'il y ait un éveil citoyen, il faut qu'il s'organise, il faut qu'il
s'inscrivent dans les bureaux, dans les partis politiques, quels qu'ils soient, pour dire mais nous, on est là, on fait partie de la République, on fait partie des rouages démocratiques avec la liberté d'expression que l'on voudrait avoir comme tous les citoyens français. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure en introduction du gars de Moulouse. Moulouse, oui, il s'avère que c'est un Algérien. On le dit haut et fort que c'est un Algérien. Mais celui qui a été pris pour la drogue et qui s'est évadé, qu'on a été chercher en Roumanie, il est marocain. Personne n'a dit qu'il était marocain. On l'appelle par son nom. Est-ce que tu as noté ça, Sinotin? Non, c'est les journalistes qui font la politique. Oui, mais les journalistes, certes, les journalistes font la politique. C'est vrai, quand tu prends... Justement, une chose qui est grave, c'est parce qu'à là, maintenant, ils prennent position. C'est qu'ils prennent position. Il y a un journaliste qui passe à CNews. Ils lui ont sorti ce qu'il disait sur Manadou de la natation, sur les hommes politiques. On voit les propos qu'il tenait. Mais des propos, elle est vraiment abjects. Et on le fait passer encore. C'est ça, il y a une coalition et tout ça, là, ils sont en train de faire payer à l'Algérie son soutien à la Palestine. La députée européenne qui est d'origine palestinienne, il demande maintenant à la déchoir de sa nationalité. Et elle est députée européenne. Ils sont devenus fous. Voilà. Et même moi, ce qui me choque, c'est une pourriture. Le fils de Sarkozy, une pourriture qui dit je vais brûler l'ambassade d'Algérie, et en même temps que si demain les gens de Gaza qui crèvent à 2-3 reprises, et le journaliste n'aura pas le prix. Tu sais, je suis tellement... Et aujourd'hui, on voit qu'il va passer à LCI à 18h. Inviter un bonhomme, il n'y a pas les mots pour le traiter, un gamin, un garnement, le Louad. Non, c'est pour ça que moi je pense que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est Mohamed, j'en suis persuadé, c'est un pays quand même qui compte sur la scène politique internationale. C'est plus l'Algérie qui compte sur la scène internationale. Mais même économique, l'Algérie, il ne faut pas oublier, c'est je crois le 9e ou le 8e producteur de gaz mondial, c'est le 14e ou le 15e producteur de pétrole. L'Algérie maintenant exporte, je veux dire, sur toute l'Afrique. L'Algérie, quand même, elle a des technologies. Quand on voit, par exemple, les métros qui sont en train de se construire, quand on voit les réseaux ferroviaires qui sont en train de se faire, par exemple, Alger-Tamanrasset, quand on voit les ponts aériens qui se font justement pour améliorer toutes les structures. L'Algérie, c'est un pays vraiment émergent. L'Algérie, c'est un pays de 45 millions d'habitants. Certes, on a bien sûr nos problèmes, comme dans tous les pays, je veux dire, mais comparativement à ce que tu disais tout à l'heure, on veut faire croire qu'au Maroc, c'est la liberté d'expression, que la Libye, c'est devenu un paradis, etc. Mais ce n'est pas vrai. La plupart des dictatures qui sont encore en Afrique, c'est parce qu'elles ont été installées par la France. Je parle du Tchad, etc. Maintenant, lorsque le Mali, la Mauritanie, etc., se rebellent contre la France, ça y est, c'est de la faute de l'Algérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vois qu'il y a une exacerbation de la crise actuelle qui a créé une fracture profonde dont les séquelles seront, je dirais, incommensurables pour les deux pays. Et ce, pour des longues années. On en arrive à avoir des différences irréconciliables. Mais moi, ce que je prends en ligne de compte, c'est les 6 millions d'Algériens ou de franco-algériens qui sont nés en France, ou tout simplement d'Algériens qui possèdent une carte de résidence. Comment on va gérer ça? C'est 6 millions. 6 millions, quand même, c'est énorme. C'est Mohamed, juste pour information. Il y a les Algériens qui sont titulaires d'une carte de résidence, ça ne dépasse pas les 600 000. OK. C'est la carte de résidence, c'est à 600 000. Et le reste, c'est des franco-algériens. Voilà. Il y a ce problème. Et ce problème aussi, la droite traditionnelle, la droite de... Même Marine Le Pen, elle a un langage moins virulent que le pouvoir actuel. Parce qu'ils ont trouvé ils ont trouvé quelque chose qui marotte le ministre de l'Intérieur. Si on lui enlève l'Algérie, il ne lui reste plus rien. Bien sûr. Bien sûr. À chaque fois. Et on va voir qu'est-ce que... Quelle est la vidéo de Guillaume, l'ancien conseiller de Sarkozy, celui qui lui écrivait les discours et André Guillaume.
Guéno, André Ourla. Il a été interviewé il y a 2-3 jours. Je vais essayer de la trouver, Inch'Allah, et on va la faire passer. Bien sûr, oui, j'aimerais que tu la passes aujourd'hui, même, oui. Il disait que les hommes politiques, on va essayer, Inch'Allah. Mais là, la parole, c'est Mohamed, le temps que je la prépare. Tfadal. Non, mais là, je poursuis dans ce que tu dis, dans la même veine de pensée. La France, au lieu de s'attaquer, comme elle est en train de faire de l'Algérie, et tout ça parce que, bon, il y a toujours, je veux dire, comme disait De Gaulle, ce chagrin, cette peau de chagrin dont les néocolonialistes veulent toujours, ne se sont toujours pas séparés parce que, bon, pour eux, l'Algérie, à leurs yeux en tout cas, c'est toujours, ou ça devrait être toujours la France. Mais quand on prend l'Algérie, c'est quand même, ne serait-ce qu'au point de vue économique. Il y avait des liens économiques. Et c'est la France qui a détruit ces liens économiques venant toujours avec, comment dirais-je, ce piédestal qui disait, mais oui, si vous avez tout ça, c'est grâce à nous. Ce qui est tout à fait faux. Mais même quand on prend au point de vue culturel, quand même, l'Algérie, c'est le 4e pays francophone de la planète. Il ne faut pas l'oublier. Et en plus, il y a la Méditerranée qui est là. Est-ce qu'au lieu de s'accrocher comme ils sont en train de faire, on ne peut pas travailler à un espace euro-méditerranéen pour une zone de paix et de coopération? On connaît nos cultures et ils connaissent nos deux cultures mutuellement. Vous avez des gens qui sont spécialistes. Bon, je prends des gens qui connaissent la double culture. Par exemple, bon, je vais encore citer Benjamin Stora, mais il n'y a pas que lui. Benjamin Stora, parce que bon, il a vécu, il n'a jamais coupé les liens avec l'Algérie. Il a soutenu Apathy en ce qui concerne justement les enfumades, etc. Mais à d'autres gens, par exemple, Villepin, qui ont le langage de la sagesse. Villepin qui dit la manière dont est traitée l'Algérie, mais il faudrait revoir, et c'est un diplomate. Vous avez aussi la fille d'un général qui était aussi dans comment dirais-je, dans toute la famille politique française régnante. C'était, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, dont le père était général et qui parlait de la guerre d'Algérie, mais avec un profond respect. Il y en a encore bien d'autres. Il y a, bon, évidemment, il y avait. Mohamed, je vais vous faire passer Henri Guéno. Ok, très bien, très bien. C'est un. Nous nous sommes mis face au Sud global. Il faut bien comprendre ça. Quand on traite du problème algérien, on se tape sur la poitrine en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On retrouve cette question. Qui est maître du Sahel aujourd'hui? Les Russes. Qui est le principal allié de l'Algérie? La Russie. Qui fournit tout l'armement algérien? La Russie. Qui fournit beaucoup d'argent à une partie du pouvoir algérien? La Russie. Derrière, il y a la Chine. Et même les États-Unis maintenant se rapprochent de l'Algérie, et l'Algérie des États-Unis, d'autant plus facilement, ils ont commencé avant, mais d'autant plus facilement que les Américains et les Russes sont en train de se réconcilier, pas parce qu'ils deviennent amis, mais simplement parce que leur choix géopolitique et géostratégique des Américains, et ça va très loin parce que nous nous sommes mis face au Sud global. Voilà. Bien comprendre ça. Quand on traite C'est pour ça qu'il y a des hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui sont en train quand même de réagir. C'est Henri Guéno, qui n'a rien à voir avec le Wahd. Mais c'était le conseiller de Sarkozy, c'était lui qui lui faisait ses discours, qui lui faisait ce. Et c'est pour ça que cette politique en ce moment contre l'Algérie, moi je pense que les ennemis de la France, dans le pouvoir actuel, avec l'extrême droite et tout ça, pourquoi ils ont tout fait en sachant qu'à la fin ils vont perdre, ça c'est plus que sûr. Et juste une nouvelle, c'est Mohamed, Marine Le Pen, je crois qu'elle va partir au Tchad demain, ou peut-être qu'elle est déjà. Et elle disait comme quoi qu'elle allait essayer de résoudre les problèmes qui ont été abîmés par Macron. Et je crois qu'elle va faire une tournée en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Marine Le Pen. Bon, c'est vrai qu'il y a des élections qui s'approchent dans 2 ans. Elle prépare l'élection présidentielle, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'en suis persuadé, c'est Mohamed. Ça, c'est une atteinte. C'est vrai, quand on ouvre la télévision, on insulte à la fin. Il y a des mosquées qui brûlent. En France, on n'en parle pas. Il y a le taux de radical, de ce qui se passe actuellement. En France, les actes racistes, ils ont augmenté de 11%. Il y a eu 16 650 actes qui ont été commis en 2024. Et là, on n'en parle pas.
On n'en parle pas des enfants qui se font massacrer. On n'en parle pas. Voilà, donc c'est le pouvoir aujourd'hui, c'est les journalistes qui sont en train de décider de l'avenir de la France. C'est plus les hommes politiques qui décident de l'avenir de la France. Et là, par la suite, j'en suis persuadé que ça va se retourner contre eux. Ça, c'est sûr et certain. Comment peut-on passer un Éric Zemmour qui a été condamné à plusieurs reprises et on demande à Michel Apathy interdiction de faire des émissions à RTL. Donc il y a 2 poids et 2 mesures. Et à chaque fois quand il y a quelque chose, pour les détenus politiques, il y a un détenu politique, le responsable des Kanaks qui veut leur indépendance, il est emprisonné ici en France. Et loin de son pays de 20 000 km à peu près. Et ça, ce n'est pas un détenu politique, ça. Vous le gardez ici. Pourquoi vous le gardez? Et vous parlez de liberté, vous parlez de Mayotte, qui est un département français. Il y a 2-3 jours de ça, il y a un jeune qui m'a appelé de l'aéroport de Paris. Il a été refoulé. Il avait un titre de séjour à Mayotte, un titre de séjour qui pouvait circuler. Et bien, les gens de Mayotte qui ont un titre de séjour n'ont pas le droit de venir en France parce qu'ils risquent d'être refoulés. Elle est où cette liberté? Vous colonisez son pays, vous lui prenez toutes ses richesses et vous lui donnez un titre de séjour. Et vous lui interdisez de venir en métropole. Voilà. Et ça nous fait revenir au passé, avant 1850, 1860, 1900 et ainsi de suite. Les Algériens, ils avaient une interdiction de venir en métropole, c'est même. Les Algériens, ils avaient une interdiction de venir en métropole. Il faut qu'ils restent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent. S'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, il n'y aurait jamais d'Algériens qui seraient venus en France. On leur interdisait le territoire. Il a fallu en 1807, je ne me rappelle pas vraiment la date, des gens de Harraga déjà à l'époque, qui venaient ici pour venir en France. Ils sont venus dans un bateau, je crois qu'il y a 10-15 cadavres qu'ils ont découverts en voulant traverser, que ça a fait beaucoup de bruit, et après on laisse passer au goutte à goutte. Mais lorsqu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre, là ils faisaient appel à ces Algériens-là. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, si on prend simplement sur l'enseignement. Lorsque les Juifs ont eu le fameux décret Crémieux pour être des citoyens à part entière, entre les enfants juifs qui allaient dans les écoles et qui étaient financés par le pouvoir, et des enfants musulmans qui devaient, par exemple, dans des écoles, un chiffre insignifiant. Et un jour, Inch'Allah, on ramènera tous les chiffres insignifiants. Donc le racisme, il existe depuis des décennies. Ce n'est pas d'aujourd'hui simplement, c'est depuis des décennies. Non, moi, le racisme, tu sais, il a toujours existé, il n'a jamais, moi je dirais même qu'il n'a jamais cessé d'exister. Tu prends aujourd'hui, par exemple, Driancourt. Sa dernière déclaration, c'est quoi? Il veut la fermeture des consulats français, les consulats algériens en France, à Lèche. Pourquoi? Il a été lui-même ambassadeur de France en Algérie. Pourquoi il veut la fermeture des consulats? Ça, je n'arrive pas à comprendre quelle est la véracité de cet argument. Maintenant, il y en a d'autres, encore une fois, Driancourt, bien entendu, qui revient sur l'abrogation de l'accord de 1968. Mais parle-nous, parce que bon, je sais qu'on en avait parlé, ce que tu m'avais dit, j'aimerais bien que tu le rapportes. Ces accords de 1968, ils sont caducs depuis longtemps. Ils ont été transformés en 2001, enfin je crois en 84, 2001 et 2004, je ne sais plus exactement les dates, mais quand tu prends par exemple qu'il y avait la liberté de voyager entre l'Algérie et la France, mais pour les Algériens de s'installer, pour les Algériens de faire du rapatriement familial, etc. Mais tout ça maintenant c'est pratiquement devenu impossible. Quand tu sais que pour avoir un visa à partir d'Algérie pour venir en France, il faut d'abord attendre 6 mois, il faut payer une petite fortune, et qui plus est, si jamais il n'est pas accepté, tu n'es pas remboursé. Fadal Assi, parle-nous un petit peu de ces accords. Qui vraiment a à perdre si demain on revoit ces accords de 1968? Les accords de 68, bon, ils sont caducs, il n'y a plus rien. Ils ont été vités parce qu'ils ont été déjà rediscutés à 2-3 reprises. Mais ils n'arrêtent pas de nous faire du tapage médiatique sur ça. Le ministre de l'Intérieur, dernièrement, il disait que dans les accords de 68, le kafala, qu'on pouvait ramener un enfant d'Algérie, et que cet enfant, dès qu'il met les pieds en France, il est considéré comme français. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge total. Quand il dit, par exemple, qu'en 2023, il a de la haine
il sait que la seule possibilité pour lui d'accéder à la présidence des Républicains, donc il faut qu'il s'attaque à l'Algérie, il faut qu'il se fasse connaître. Il n'y a pas autre chose. J'ai une autre vidéo, mais un jour on la passera sur là. Comment il parle des Africains. Il dit ces gens-là, ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas aller loin. Et quand il parle des Algériens, il dit que il y a 4-5 générations et c'est toujours la régression. Donc Enfin, c'est un malade, ce bonhomme-là. Voilà. Et on le met ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? Je ne sais pas. Et mais même le problème aujourd'hui. Je pense que bon, on n'est pas le seul à avoir dit ça, Retailleau. Bon, on a déjà parlé, toi et moi, de soi. Quand tu prends Victor Hugo, quand il parle de la civilisation, du rôle de civilisateur, entre guillemets, pour les pays africains, parce qu'il les considère des sauvages, un peu plus intelligents que les animaux. Bon, déjà, tu as ça. Tu as aussi Jules Ferry, on en a déjà parlé. Ce passé de l'Algérie coloniale qu'on ne veut pas oublier, que pour certains croient encore qu'il existe, notamment des gens comme Retailleau. Mais enfin, tout ça, ils peuvent, je vais reprendre ce qu'a dit Retailleau lui-même, c'est que le chien aboie et la caravane passe, l'Algérie est en train de s'en sortir, mais ce qui me... Il a dit pour son collègue et son ami, qui a le même, Oui, ils sont dans le même parti. et à partir de là, moi je me dis, bon, il y a ce que tu as dit, toi, en début de ton intervention, c'est qu'effectivement, il y a, pour lutter contre ces gens-là, c'est que les 6 millions de Maghrébins, j'allais dire d'Algériens, qui sont franco-français, ils sont là, c'est des enfants de la République. Et ces gens-là, et là je te rejoins, il faut qu'ils s'organisent. C'est pas facile, non, ce sera pas facile, mais il est temps maintenant qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent défendre les lois de la République française tout en gardant leurs racines. Il y en a un qui l'exprime très très bien, et d'ailleurs il est de chez toi, il est de Marseille, un ancien député Verouchi Samo, c'était ce mot. Bon, il faut l'écouter. Quand il parle de la France en tant que son pays, il parle de la France, des valeurs de la République pour lesquelles il va les défendre, il va se battre, mais il dit tout autant, mais je suis aussi d'origine algérienne, et ça je ne peux pas l'oublier non plus. Et les Français, maintenant, ils vont, et les Français, ce qu'ils appellent eux de souche, ils te disent non, maintenant il faut tout oublier. Et si tu te souviens, malheureusement, l'histoire se répète, dans la loi Crémieux de 1972, quand on a donné la loi française aux musulmans. Pour les musulmans qui voulaient avoir cette nationalité française et qui étaient en train de défendre la France, qu'est-ce qu'ils leur demandaient? Il fallait qu'ils remettent en cause leur religiosité, et ça on oublie de le dire. C'est après que ça a changé, mais au départ, on leur disait non, il faut oublier aussi votre religion. On n'a pas demandé ça aux Juifs, mais on avait demandé aux indigènes d'oublier leur cultuel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces démons, ils sont en train de revenir, mais ils sont en train de venir en France. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit, mais il faut que vous soyez français, etc. Mais d'un autre côté, on ne veut pas leur donner les mêmes droits qu'aux Français, c'est-à-dire les droits de la laïcité, de la liberté de conscience, etc. Enfin, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il que c'est à chaque fois ça, quand on s'attaque à la communauté musulmane, en France d'abord, bien souvent, c'est la communauté algérienne, et parce qu'on leur dit, mais il faut que vous soyez des enfants de la République, entre parenthèses, que vous refusez aussi ou que vous arrêtez de parler de votre religion. Pourquoi, Yanourdine? Et ça, moi, je lis les journaux. Tu prends un Sansan, il n'arrêtait pas, bien avant qu'il devienne français, de dire qu'il était un athée, c'est son droit le plus absolu de ne pas croire en Dieu. Mais d'un seul coup, tu le vois qui va devant le mur d'élémentation Al-Quds, qui met la kippa et qui dit oui, effectivement, ça c'est un pays où il y a une liberté religieuse et je m'associe à cette liberté religieuse. Et il vient, il insulte les Algériens, il insulte non seulement leur religion, il insulte leur arabité, puis ensuite il va dire oui, non, pratiquement ce pays n'a jamais existé avant l'arrivée de la France et rejoint les thèses de Zemmour. Pourquoi ce double langage? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un éveil, encore une fois, il faut lever les boucliers de la République pour se défendre et aller manifester et réclamer vos droits. Quand on parlait de Charlie Hebdo, bien sûr que moi aussi, je suis pour la liberté d'expression. Mais tant qu'on présentait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas dire ce qu'ils ont fait dans leurs images, en plus en Issaïm,
Mais dès qu'on s'attaquait, si moi je m'attaque à Jésus et à Marie en disant la même chose, mais je vais me faire vilain teinté. Alors, on accorde de laisser traîner dans la boue tout ce qui est musulman et arabe, mais d'un autre côté, on ne veut pas accepter de défendre cette liberté d'expression pour tout à chacun. On interdit le voile à ces gamines. On n'a jamais interdit la kippa, on n'a jamais interdit la croix. Moi, j'ai grandi en France. J'étais au lycée, il y avait des gamins qui se baladaient avec la croix. On leur a jamais rien dit. Pourtant, c'est un signe ostentatoire dans la République. L'histoire des piscines, je t'en ai parlé, on en a déjà parlé. Quand il y a eu l'histoire des piscines, je crois que c'était dans le 93, ou je ne sais pas, où il y avait des femmes qui allaient avec la tenue tahoum. Alors, on a dit, mais pourquoi? Alors que moi, j'ai habité dans le 12e arrondissement. Dans les années 70, il y avait une piscine, il y avait beaucoup de gens, comment dirais-je, des anciens colons algériens, les pieds noirs, etc. Et il y en avait beaucoup qui étaient de confession juive. Ben, il y avait 2 jours par semaine qui leur étaient réservés, c'était dans les années 70, et personne n'a trouvé rien à y redire. Rien à y redire. Il y a, toi qui es dans le sud, à Nice, il y avait des décrets municipaux où les femmes ne pouvaient pas porter de bikini sur les plages françaises. Et ça, c'est à Nice et à Cannes. Ils peuvent aller checker sur le YouTube, ils vont voir ces décrets. Mais d'un autre côté, après, on a interdit aux femmes. Je vais juste balancer l'ordinateur parce que la batterie commence à faiblir. Juste le brancher, mais vous pouvez continuer, Inch'Allah. Non, mais c'est pour te dire ce double langage. Moi, j'en ai marre d'entendre, moi, des Retailleau, d'entendre des Zemmour, même, je vais aller plus loin, même d'entendre des gens de chez moi, Daoud, qui est devenu, mais vraiment, c'est devenu quelqu'un, je ne veux pas employer de mots à l'auditoire, mais cet homme, c'est un excrément de l'humanité. Il n'a pas dit un mot sur Gaza. Maintenant, il va sur les chaînes françaises et dit effectivement, Sansal était mon ami, la liberté d'expression, etc. Il était au quotidien d'Oran. Il avait une colonne au quotidien d'Oran. Personne ne l'a embêté lorsqu'il était au quotidien. Et c'est un ancien fissiste. Il faisait partie du FIS. Cet homme a été condamné par le tribunal d'Oran parce qu'il a brandi un couteau pour essayer de violenter sa femme. Et aujourd'hui, il est en France, il est protégé, ça y est, il te dit non, moi la France, si les Français ne veulent pas de la France, moi j'en veux parce que vous êtes le pinnacle, c'est-à-dire la représentation de la plus grande liberté et des plus grandes valeurs démocratiques. Il a oublié les enfumades, il a oublié les génocides algériens, il a oublié les 132 ans de colonisation, il a oublié que son grand-père, sa grand-mère, ses aïeux ont été tués parce qu'ils voulaient défendre leur pays, ça il l'a oublié. Et moi, j'en veux encore beaucoup plus à lui, par exemple, et à Sansal, et à des Sirfawi, et il y a tous des Zawi, etc., tous ces gens-là. Moi, je m'en fous qu'ils deviennent français. Libre à eux, c'est leur droit le plus absolu. Ils ont fait un choix. Mais d'un autre côté, arrêtez de prôner de ce qui n'a pas eu lieu, les bienfaits de la colonisation française. Ils sont devenus fous. Quel bienfait de la colonisation française? Tout ce qu'ont fait les Français, c'était pour eux. Et la causalité, c'est-à-dire les effets secondaires, oui, il y a eu quelques Algériens qui ont pu aller. Si on prend les chiffres des universitaires algériens durant toute la colonisation française, on n'a pas eu plus de 10 000. Et en plus, c'était tous des fils de Cadi, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Jamais. En 1962, il me semble qu'il y avait 1000 bacheliers. En 1962. Depuis le début de la colonisation, il y a eu. Il y avait le taux d'analphabétisation, il se chiffrait à plus de 90%. Mais bien sûr, alors quand ils sont arrivés. Peut-être il y avait 15 ou 20 médecins. Les avocats, il y en avait 3 ou 4. Et même au niveau, par exemple, les Français, à chaque fois, ils parlent de Mohamed Aqroun, par exemple. Bon, Mohamed Aqroun, non pas que je vais le vilain pendier, il est mort à la Yarahmou, mais lorsque tu prends ses écrits, c'était une occidentalisation de la religion musulmane. C'est un adepte de Bernard Lewis, etc. Moi, je l'ai vu à Princeton Université lorsqu'il est venu ici. Je me suis d'ailleurs, on a eu des échanges qui étaient assez. Je lui ai dit, mais enfin, tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous appelez réformateur? Non, vous êtes en train de vous inspirer du Barouch, à Averroès.
en tant que réformateur, en plus, où est-ce que vous étiez je l'ai dit en plein public, où est-ce que vous étiez en 1956 quand il y a eu la grève des franco-musulmans? Mon oncle était dans sa promotion, c'est lui qui les a vendus. Et c'est pour ça qu'il n'est pas resté, lui, à l'indépendance, il est parti en France. Et après, il revient, etc. Maintenant, on va en faire. Et c'est ça, je pense qu'il y a tous ces gens-là qui sont d'origine algérienne, dont on veut les entourer d'une auréole parce qu'ils ont accepté l'occidentalisation, qu'ils acceptent l'occidentalisation, c'est bien. Moi, je suis en train de parler en français, je suis aussi de culture française, je l'accepte. Mais d'un autre côté, il faut dire la vérité. Il faut arrêter de se cacher, l'arbre ne cache pas la forêt. Quand je vois ce qu'ils ont fait en Algérie, quand ils voient il n'y a pas une seule famille en Algérie qui n'a pas souffert de la colonisation. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas souffert de la colonisation. Ils ont tué un tiers de la population en moins de 50 ans. De 1830 à 1870-80, l'Algérie, ils sont arrivés, il y avait 3 millions. Ils ont tué 1 million. Personne n'en parle. On parle des 1 million de Tchaïd. Mais parlez des génocides qu'il y a eu. On a parlé de ceux qui défendaient la France en 14-18, Verdun, etc. Tu en as parlé, on a fait des émissions là-dessus. Ils n'avaient même pas droit, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, au même droit que les Français. Ensuite, 1945, l'armistice. Qu'est-ce qu'on fait? Des soldats algériens qui avaient fait Monte Cassino, qui avaient fait la libération de la Provence, etc. Ils vont manifester pour dire, voilà, nous, on vous a aidé à vous débarrasser du nazisme. Vous étiez les esclaves des Allemands. Nous, ce qu'on veut, donnez-nous au moins les mêmes droits. On vous a défendu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Guelma, Kherata, Sétif. Un général français leur a dit à l'époque, je vous ai donné la paix pour 10 ans. Général Duval. Exactement. Alors pourquoi on n'en parle pas? Et aujourd'hui, on vient me dire, que l'Algérie n'est une dictature, que l'Algérie nous a déshonorés en mettant Sansal en prison. Dans quel monde on vit? Il faut arrêter. Moi, je ne suis pas là pour la haine. Non, je ne veux pas. Il y a 6 millions d'Algériens qui vivent, ou d'origine algérienne qui vivent en France. Je veux qu'il y ait un dialogue. Au moins, ouvrez le dialogue. Au moins, cessez des deux côtés, devrais-je dire, mais surtout du côté français, d'un côté de profiter du mémorial, de l'autre côté de vouloir le cacher. Et la meilleure preuve qu'on a eue encore une fois, et je répète, et je vais conclure sur ça, c'est cet incident qu'il y a eu avec Oradour. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Apathy, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit que bon, les Français, les nazis s'étaient inspirés de ce que les Français avaient fait. Mais ça a soulevé tous les boucliers. On l'a interdit, maintenant ça y est, il est revenu, il a été interdit sur RTL, etc. Le seul qui l'a défendu, c'est l'historien. Non, il n'y a pas le seul, il y a le Villepin aussi qui l'a défendu, c'est Benjamin Stora. Mais il l'a défendu, c'est pas parce que c'est son ami, c'est pas parce qu'il aime bien, il l'a défendu tout simplement pour la vérité, pour la véracité historique. C'est vrai que les Allemands se sont inspirés de ce qu'avaient fait les Français en Algérie. Il faut le reconnaître. Les Français ont même fait pire. Bon, maintenant, c'est parce qu'il y en a un qui va réclamer la Shoah, alors que non, c'est des quantités négligeables. C'est le code de l'indigénat. Ce sont des sauvages, comme dirait Victor Hugo. Allège. Pourquoi? Ça, il faut cesser. Moi, ce que je demande, c'est au moins ouvrir le... Je ne demande pas le pardon. Khalina met le pardon. C'est pas grave. Mais au moins la véracité historique. Cessez de nous mentir. Cessez de nous faire croire que vous nous avez éduqués. Cessez de nous faire croire que vous nous avez nourris. Cessez de nous faire croire que c'est grâce à vous que l'Algérie est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est faux. Tu l'as dit toi-même, que combien, moi je t'ai dit 10 000, toi tu m'as corrigé pour les universitaires. Combien il y avait d'universités à la sortie des Français? Combien en avait-il? Ça, on n'en parle pas. Regarde maintenant que l'Algérie a ses universités, elle a ses médecins, elle a ses ingénieurs, elle fait des premières, comment dirais-je, certains de ces, comment dirais-je, Algériens qui ont étudié en France sont à la tête de plus grandes entreprises, que ce soit au point de vue médical, que ce soit au point de vue technologique, etc., que ce soit en France d'ailleurs. Pourquoi ne pas reconnaître ça? Ça, c'est pas la France, ça, les Algériens, tout simplement parce qu'on est devenu un pays, certes, c'est pas un pays idéal, où il y a des problèmes, oui, je reconnais moi-même qu'il y a des problèmes. Mais ça fait partie de la société. Moi, je prends la France, quand il parle des droits de la femme, etc. La France, jusque dans les années 70, la femme ne pouvait pas ouvrir un compte chèque si elle n'était pas en la présence de son mari. Quand est-ce que la France a eu le droit de vote? La femme a eu le droit de vote? La 45 ou la 46, hein?
Oui, mais justement, alors que l'Algérie, puis en plus, La femme turque, elle avait le droit de vote avant la femme française. La femme turque, la première femme pilote d'aviation militaire au monde, c'était sous l'Atatürk, c'était sa fille Atatürk, et ce que je sais, c'était un musulman. Donc, qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire que l'Algérie, c'est un pays dictatorial, que l'Algérie, la France, parce que c'est la religion, etc. Quand on me parle de voile, etc., alors parlons du voile. Les sœurs catholiques, leur tête, elle est quoi? Je prends les Amish aux États-Unis. Je prends comment dirais-je, les luthériens en Allemagne ou bien en Suisse. Les femmes sont voilées. On n'a jamais voulu, on n'a jamais dit quoi que ce soit. La femme qui va dans la synagogue, elle se voile. La chrétienne. Mais oui, mais, pardon? La chrétienne, quand elle va à l'église, elle met il y a le chiffon avec. Et c'est pour ça, moi je ne suis pas en train de dire que ça c'est meilleur que ça, je suis en train de dire ouvrons le dialogue et cessons de nous mentir. Est-ce que nous avons aussi nos problèmes? Absolument, la communauté a son problème. Là, on me parle toujours de l'Afghanistan, etc. Mais enfin, réveillez-vous. L'Afghanistan, est-ce que ça représente la religion musulmane? Je parle des talibans. Parlez-moi des musulmans en Turquie, parlez-moi des musulmans en Malaisie, parlez-moi des musulmans en Indonésie. Ce sont des pays que j'ai visités, mais ils appliquent la religiosité, les femmes sont libres, etc. Il y a encore, bien sûr, même chez nous en Algérie, des conservateurs, etc. Mais je prends les femmes en Algérie, il n'y a pas de discrimination, par exemple, contrairement en France. La discrimination salariale chez les fonctionnaires, etc. La femme algérienne a le même salaire que son contrepartie homme, alors que ce n'est pas le cas de la France. Il y a encore des différences de salaire. Qu'on ne vienne pas me dire encore une fois que la France a les mêmes droits. Maintenant, si les femmes des mouvements féministes, moi je ne suis pas contre, elles veulent leurs droits, bien sûr, je suis d'accord. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que vous aussi, vous avez des problèmes sociétaux vis-à-vis de cette société, entre guillemets, macho par les hommes. Allez, pourquoi toujours blâmer les musulmans? Non, c'est faux. Pourquoi? Lorsqu'on prend une société qui est super civilisée, au Japon. Bon, moi, je pratique les arts martiaux. Je suis allé plusieurs fois au Japon. Quand j'ai vu la condition de la femme japonaise, je me suis dit, mais mes sœurs algériennes, elles vivent dans un paradis. Elles vivent. J'ai vu que les Japonais marchaient devant, leurs femmes marchaient derrière, et je te parle de ça. Je suis allé plusieurs fois dans mes activités sportives et aussi professionnelles. J'étais choqué la première fois que je suis allé. Elle marche derrière, lorsque le mari s'arrête, elle s'arrête. Nous, quand on dit ça, il y a quoi aller. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire croire? Qu'est-ce qu'on essaie de faire croire? Qu'on est des dérangés, des retardés mentaux? Nous aussi, on a une différence dans l'expression de la religion. Il faut les corriger, il faut aussi les dénoncer. Mais ne pas oublier que vous aussi, qui prônez cette égalité, non, l'égalité n'existe pas. Elle n'est pas complète. Je prends un pays comme la Suisse. Dans la Suisse romande, jusqu'à aujourd'hui, il y a des cantons où la femme ne peut pas voter. Et je demande aux auditeurs d'aller sur le website. Et c'est en Suisse. Vous avez en Italie la liberté religieuse. Si la femme divorce, elle est excommuniée systématiquement. Une femme divorcée en France ne peut pas se remarier à l'église. On oublie de dire. Je ne suis pas là, moi, pour défendre une religion. Non, je suis là pour dire arrêtons nos mensonges. Vous êtes en République, donnez les mêmes droits à tous les enfants de la République. Ne me prenez pas, moi, un Bardala ou un Zemmour. Surtout un Zemmour, il parle d'égalité. Regarde comment elle est sa vie émotionnelle. Lui, c'est un exemple d'équité ou c'est un exemple, une exemplarité pour la fidélité, etc. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il ne vienne pas accuser nos coreligionnaires pour dire qu'ils ne respectent pas. Moi, c'est le plus grand voyou de ce côté-là. Et il vient une famille de voyous d'abord, de proxénètes, etc. Enfin bon, ça c'est son propre arbre généalogique. Mais il faut cesser, encore une fois, et c'est à nous de dire, certes, nous avons des problèmes, mais voyez ce que vous nous offrez, voyez ce que vous êtes en train de nous offrir ou de ne pas nous offrir, et pourquoi on n'a pas l'égalité sur les chaînes, par exemple, de télévision. Oui, il y a des Sonia Mabrouk. Bien que Sonia Mabrouk, maintenant, elle défend, elle ne s'est jamais cachée de son arabité et de sa religiosité, contrairement à une Léa Salamé. C'est Léa Salamé qu'elle oublie qu'elle est arabo-arménienne, et puis pour elle, ça y est, nous sommes, comment dirais-je, les pestiférés de la terre. Maintenant, je suis désolé.
Ce n'est pas leur rôle. Faites passer des gens qui ont des expressions de liberté d'expression aussi pour le dire. Pourquoi moi je dois avoir quelqu'un, une femme qui vient barbouiller je ne sais comment, qui se dit ou qui se prétend libérée de sa religiosité musulmane? Non, ramenez-moi des gens qui assument leur religion, tout simplement, et laissez-les parler. Il y en a. Pourquoi vous m'invitez toujours à nous les brebis galeuses, comme pour parler des droits de la femme par un gars comme Daoud? Mais c'est de la folie. La liberté d'expression pour le défendre un gars comme Sansan, mais ils sont fous. C'est Mohamed, on arrive à la fin de l'émission. Ah, je m'excuse, je me suis un peu emporté là. Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, mais je reviens encore une fois, je vais conclure sur ça. Non, juste pour l'Afghanistan. C'est vrai que en 1960, 60-61, la femme afghane, elle était beaucoup plus évoluée que certains pays d'Europe. Absolument, même la femme iranienne, oui, je suis entièrement d'accord. Il y avait vraiment une émancipation extraordinaire. Bon, c'est les Russes qui ont détruit l'Afghanistan à la Koléhal. Donc c'est pas avec la complicité des Français, il ne faut pas oublier les talibans. Moi, je les ai rencontrés à l'aéroport de Paris dans les années 70. J'allais en Afrique, enfin, je devais partir au Soudan. Et j'étais choqué. Mais choqué parce que je ne connaissais pas quel était, si tu veux, ce qu'ils allaient devenir. Mais aujourd'hui, on oublie ça. On oublie. Voilà le livre aujourd'hui que j'ai, c'est un très beau livre. C'est Ammar Bentoumi, qui était ministre de la Justice, qui était avocat en 1947. Il défendait déjà les messalistes à l'époque, les PPA. C'est un livre que je conseille à tous les. C'est pas que tu fais, c'est Mohamed, si vous le voyez. Si, je le vois, bien sûr, oui. Voilà, c'est. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il est né à Constantine, en 1923. Et c'est un bonhomme qui a fait beaucoup, qui a défendu les causes palestiniennes, qui était au barreau en 1947. Donc, il a écrit ce livre-là, je crois qu'il est mort à 93 ans à peu près. Il a écrit ce livre lorsqu'il avait 80 ans. Lorsque on parlait de la civilisation, la colonisation, tout ça, c'est un livre vraiment magnifique. Voilà que je conseille à nos compatriotes. De livres, Nourdi. Est-ce que tu peux parler, avant de nous quitter, de ce livre qui a été, parce qu'on parle souvent que les Français ont eu des officiers algériens, etc., qui leur ont ouvert les portes, etc., tout c'est bon, avec la promotion Lacoste, etc. Certains ont rejoint le mouvement de la Révolution, mais il y en a un qui a écrit un très beau livre, c'est toi qui me l'as conseillé. J'ai eu l'occasion de les trouver, certains passages, c'est un livre qui est magnifique, non pas que je partage tout ce qui est dit, mais en tout cas qui met en exergue les difficultés de cet Algérien qui était un officier dans l'armée française et qui était déchiré entre les opportunités qu'il croyait avoir dans cette armée française et les combats qui se tenaient, c'était la guerre d'Algérie, et il a été pris entre deux feux et il a écrit à son ministre des Armées, et à la suite de cette lettre, il a été mis en prison. Tfadal, je sais que tu connais le livre, c'est celui dont tu m'as parlé la semaine dernière. Voilà, et justement, il a voulu montrer, même le grade le plus élevé, chez les c'est vraiment celui qui arrivait à un grade de capitaine, vraiment c'était qu'il a gagné le gros lot. Et à la fin, il a été emprisonné, et quand il allait voir les responsables, les chefs de cabinet, le ministère, tout ça, on le recevait dans des pièces sombres, en disant tu attends ici, mais le mépris, le dégoût. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu que le livre avec, c'est un vieux livre. Si tu veux donner le titre et l'auteur, j'aimerais bien que tu partages ça avec nos auditeurs. C'est des officiers, je ne l'ai pas en tête, c'est des officiers algériens. Rahmani, c'était l'auteur de. Je vais le récupérer de suite, parce que c'est un petit livre qu'il a été écrit avec. Il a tout essayé. Voilà, on va le. Abdelkader Rahmani, l'affaire des officiers algériens. Voilà, c'est ça que je voulais. Si tu peux donner le titre exact. Voilà, l'affaire des officiers algériens. C'est l'officier qui l'a écrit, Abdelkader Rahmani, aux éditions du Seuil. C'est un livre qui a été imprimé en 1961. Et il voulait un rapprochement. Il savait qu'il pouvait y avoir un rapprochement entre le FLN, entre l'ALN et les soldats, pour essayer de trouver une solution
au problème algérien. Mais malheureusement, ils ne les ont jamais considérés comme des officiers à part entière. Même, ils ont été mis en prison. Enfin, même quand il était dans les messes pour le manger, le soldat français, entre guillemets, il avait droit à plus de rations que le soldat d'origine algérienne. Non, il explique, malheureusement, il est mort dans la région de Lille, je crois en 1815, en 2015. Ça fait pas longtemps qu'il est... Voilà, Nordine, encore une fois, je ne peux que te remercier. Sahaf Torkum, Happy Ramadan, et c'est toujours avec plaisir et puis aussi avec un pincement de cœur que je parle de ce genre d'émission. Je te remercie de nous en donner l'opportunité de partager ça avec nos auditeurs. C'est pas de la haine, c'est juste, encore une fois, toutes ces inégalités. Et ce que j'ai peur, encore une fois, c'est qu'en alimentant toutes ces animosités, à un certain moment ou un autre, ça risque de déraper. Et je sais qui vont être les victimes. Juste avant de finir, c'est Mohamed. En 1973, il y avait la crise du pétrole, parce qu'il y a eu la nationalisation. Moi, j'étais là à cette époque-là. C'était plus pire que maintenant. Ah bon? Alors, vas-y, prendre un petit peu plus de temps. Continuons, vas-y. Plus pire que maintenant. Mais on fera une émission spéciale, Inch'Allah, pour lorsqu'il y a eu la nationalisation du pétrole. Il faut voir comment on traitait les Algériens ici. Ils avaient même demandé à un certain moment d'interdire aux stations d'essence de vendre le gasoil ou l'essence aux Algériens. Ça a été jusqu'à là? Jusqu'à là. Donc, on est passé par là. Moi, je me rappelle juste, en 1976, il y avait un quartier belgien et tout ça qu'on appelait la cage. Il y avait des CRS et la police qui encerclaient tout ce périmètre. On pouvait entrer, mais on ne pouvait plus ressortir. Et quand on ressortait, moi, cette image, elle m'est restée gravée. On mettait les mains sur les murs comme pendant la colonisation, pendant la guerre d'Algérie. Et la fouille, machin et tout ça, ils vous laissaient passer avec mépris. Mais ils n'ont pas réussi. Le pétrole a été nationalisé à la Koulihal. Bon, et une autre fois, Inch'Allah, on dirait une émission à la Ben, encore une fois, merci. Je demande encore une fois, comme je veux juste, là, c'est ma mère. J'ai une pensée pour ma maman. Et qui disait pendant le ramadan, elle m'invitait, elle me disait, va chercher un de tes amis qui n'est pas musulman. Ma mère est une illettrée. Mais elle me disait, c'est comme ça qu'on va montrer l'exemplarité de notre belle religion. Voilà. Et j'en suis très ému. Je dis, faites ça aussi. Enfin, ça à très bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir. Bientôt, Inch'Allah.